Alors bonjour, nous allons poursuivre directement avec la suite de la capsule numéro 1 qui est intitulée Soudan Nord et Sud, contagion. Donc celle-ci est la capsule numéro 2. Je me suis fait un petit peu couper le sifflet, mon explication lors de la première capsule, hein. Ça arrête à 15 minutes pile. Donc nous étions en train de dire, on est toujours à la page 18 de votre recueil de texte, partie 2. On était au point B. Crainte de l'arabisation du Soudan, on disait qu'il y avait, comment ça s'illustrait, que c'était une emprise croissante des tribus arabes sur l'appareil de l'État, sur l'organisation de la société, un contrôle des terres et du bétail et du sol pétrolier, et etc. Donc, toute la vie au Soudan, il y a une démarcation, il y a une fracture sociale qui est, et ce que je disais à la fin de la dernière capsule, quand je me suis fait couper, c'est que c'est là où on la voit, la fracture sociale. Dans le 1 tiers, ici, de la population, dite en guillemets arabe, 80% des ressources, 2 tiers, donc la majorité de la population, qui se partage les restes, en guillemets, les restants. Donc évidemment, ça a un impact. Si on se ferme les yeux et qu'on s'imagine, dans le fond, n'importe quelle situation où il y a une majorité de la population qui détient tout, la qualité des routes, les banques, les médecins, les écoles, les terres, le système d'éducation, bon, à la limite la nourriture, bon, tout, ça crée évidemment des conflits. Ce qu'on n'a pas vu, par contre, c'est la partie sur la charia. Et c'est un élément super important. Je vais l'expliquer dans un instant. Mais pour l'instant, qu'est-ce que la charia? La charia est une loi islamique qui est imposée de force au sud. Donc, c'est une loi, hein, ce sont des musulmans donc, qui appliquent cette loi-là, mais ce sont des musulmans extrêmes. Hein. C'est une application, comment je pourrais dire, stricte. Dans le fond, la charia, on a des exemples ici, là, interdiction de l'alcool, donc interdiction de prendre de l'alcool, lapidation des femmes qui sont pris en situation d'adultère, hein, ça arrive peu aux hommes ou pas du tout. Donc, un élément qui est peut-être sexiste ici, en tout cas, c'est ce qu'on critique dans la charia. Autre exemple, amputation des membres des voleurs. Donc, tu es pris en train de voler, je sais pas moi, une pomme, on te coupe la main. Donc, pour plusieurs, c'est la charia, l'application stricte de la charia est un élément qui est rétrograde, qui est archaïque, à la limite moyenâgeux. C'est une méthode, en fait, que évidemment, ce n'est pas la majorité de la population qui adhère à ça. Et c'est pour ça que j'indique, c'est ce que vous devez écrire sur la ligne à la page 18, après charia, 2 petits points, loi islamique imposée de force ou au sud. Donc c'est un des éléments aussi qui fait, on a vu tantôt, on est dans les causes politiques, on a vu tantôt que la question de la contagion, tout ça, mais il y a aussi cet élément-là. C'est que pendant les 50 années de guerre civile, on a tenté d'imposer cette charia-là à des peuples qui sont au sud, des peuples qui sont essentiellement des animistes, donc des gens qui associent, si vous voulez, des esprits à des êtres vivants, des arbres, des animaux, etc., ou bien des catholiques. Donc on impose cette charia-là à des gens qui sont pas du tout dans cette culture, si vous voulez, culture religieuse-là. Donc ça crée évidemment beaucoup de problèmes parce que on atteint leur liberté en fait en tant qu'être humain. Donc c'est juste un élément de plus d'oppression, si on veut, du gouvernement de Khartoum, qui est un gouvernement avec Omar el-Bashir, un gouvernement qui est islamique. Donc, et on cherche à imposer cette partie-là. Donc, encore là, une fracture entre le nord et le sud qui, évidemment, contribue aux 50 années de guerre civile qu'on a connues et aux conflits qui, actuellement, en 2014, se poursuivent, en fait, même s'ils sont moins virulents. Les conflits qu'oppose maintenant le nouveau pays depuis... je disais 2012 la dernière fois, le nouveau pays qui est le Soudan Sud et le Soudan Nord. Donc la charia, quelque chose d'important. Toujours en page 18, pouvoir central arabe. Donc j'ai comme opposé les deux côtés, si vous voulez, avec les fameux éclairs ici en rouge, pour illustrer, si vous voulez, une opposition, un conflit. Donc on le dit entre le pouvoir central arabe et les tribus africaines. Ça donne que le pouvoir central arabe est au nord, Khartoum, les tribus africaines sont au sud,
Et comme je l'ai dit lors de la première capsule, si on y va en 3 dimensions, hein, avec première dimension contrôle central, deuxième dimension les tribus africaines, on a la troisième dimension, c'est là-dedans que s'insère le Darfour. Parce que le Darfour va essayer d'avoir les mêmes gains que les provinces du Sud dans les dernières années par rapport au pouvoir central. Donc le pouvoir central déleste du pouvoir, on crée un précédent ici. Donc, revenons-y. Pouvoir central arabe, on a quoi? On l'a vu tantôt, on a parlé de la charia. Donc, un régime extrêmement autoritaire. Je vous rappelle que c'est une dictature. Omar el-Bashir est un militaire, donc qui a pris le pouvoir par la force. On a ça dans les textes, on n'a pas le temps d'élaborer là-dessus. Torture policière, arrestation forcée, etc. Évidemment, réaction à ça, révolte hein, contre ce régime-là, contre la charia, mais avec des moyens qui sont très faibles. Hein, donc on a, vous voyez l'image ici, on a ici une dame avec une mitraillette, c'est probablement une Kalachnikov d'origine russe, probablement. On verra le lien tantôt. Versus des armées beaucoup mieux organisées, l'armée du gouvernement de Khartoum, dans laquelle fait également partie les fameux Janjaweed. Ce qu'on appelle, en fait, ce que Omar el-Bashir appelle, en réponse aux critiques internationales, les chevaliers du diable. Qu'est-ce que l'instrumentalisation des Janjaweed? C'est une question capitale, c'est pour ça que vous avez au milieu de la page 18 plusieurs lignes pour répondre. L'instrumentalisation des Janjaweed, c'est en réponse aux critiques internationales. Donc, ce qu'on a vu dans le document vidéo, ou ce qu'on va voir dans le document vidéo, dépendamment le moment que vous regardez cette capsule-ci. L'instrumentalisation des Janjaweed, ça veut dire se servir de. Instrumentalisation, se servir de. Dans ce cas-là, c'est de qui? Des Janjaweed. Janjaweed qui, on va le voir, n'ont rien à perdre. Et comme ils n'ont rien à perdre, ils acceptent de travailler pour le gouvernement. Critique internationale et pour appliquer une notion très importante en relations internationales, donc je viens de le dire, et en politique, c'est la notion de génocide. Donc, je ne vous donnerai pas la définition de génocide, mais en gros, c'est lorsqu'un État ou lorsqu'un dirigeant d'un État, dans le fond, massacre une partie de sa population civile. Donc, on ne parle pas des gens dans l'armée, là, une guerre, on parle de systématiquement attaquer une partie de la population. Donc, soit pour des raisons ethniques, politiques, etc. Donc, ce que fait, c'est très machiavélique et en même temps, si je peux m'exprimer comme ça, intelligent, si on veut, par rapport à la critique internationale, c'est qu'on critique Omar el-Bashir de massacrer la population, donc jusqu'en 2003 et tout récemment du Sud, et également, comme troisième dimension, de massacrer la population du Darfour. Donc, qui on massacre? On massacre les gens qui tentent de se rebeller. Donc, c'est un message quand même relativement efficace lorsqu'on tente de déplacer le gouvernement en place et qu'on reçoit, en fait, des bombes sur nos huttes, sur notre village, qu'on incendie les villages, qu'on empoisonne les puits pour empêcher les gens de revenir. Évidemment, les gens vont fuir. Donc, c'est une méthode qu'Omar el-Bashir utilise et c'est un peu pervers, si on veut, parce que Omar el-Bashir sait que pour les étrangers, c'est difficile de comprendre ce qui se passe à l'interne. Hein? C'est difficile de comprendre la fracture sociale. C'est difficile de ne pas penser que c'est un élément raciste. Hein? On a toujours l'impression que c'est, pour les étrangers, que c'est une guerre entre des tribus, que c'est des guerres entre des, par exemple, pour faire un parallèle, au Rwanda, entre un groupe ethnique, les Hutus, et un autre groupe ethnique, les Tutsis. Donc quelque chose d'ethnique. Au Soudan, ce n'est pas ça. Et Omar el-Bashir sait ça. Et il va utiliser donc un groupe, les Arabes, les Janjaweed. Donc, je répète que ce ne sont pas tous les Arabes qui font partie des Janjaweed. Et ce ne sont pas tous les Janjaweed, évidemment, qui sont dans le pouvoir. Ce sont surtout des mercenaires, donc qui n'ont rien à perdre. On va voir comment ça, ils n'ont rien à perdre. C'est dans les autres causes. Hein, il y a un lien. Omar el-Bashir va armer ces gens-là pour attaquer, dans le fond, les villages du Sud, et ça jusqu'en 2003, et actuellement les villages du Darfour pour envoyer un message clair comme quoi ce n'est pas une bonne idée de renverser le pouvoir qui est en place. Évidemment, quand on assassine des gens, quand il y a de la violence, ça fait que les gens vont
reculer un petit peu plus, vont y penser à deux fois avant de s'embarquer, en guillemets, dans ce genre d'aventure. Donc, pourquoi instrumentalisation? C'est qu'on se sert de, donc Omar el-Bashir se sert des Janjaweed pour répondre à la critique internationale qui dit on peut appliquer la notion de génocide. Vous êtes en train d'envoyer des tanks, des armées sur les populations civiles que vous massacrez. C'est un génocide et un génocide peut, à la limite, cautionner une action internationale des casques bleus ou d'autres de l'ONU. Omar el-Bashir répond non, j'ai rien à voir dans ce conflit et c'est là où on rentre avec se servir de l'instrumentalisation des Janjaweed. Omar el-Bashir dit les Janjaweed sont des Arabes, c'est des vieux conflits tribaux entre les tribus nomades arabes et les tribus sédentaires noires du Sud. Donc, j'ai rien à voir là-dedans, c'est pas moi qui les aime, c'est pas moi qui leur dis quoi faire et c'est une guerre civile. Donc, ça cautionne l'instrumentalisation des Janjaweed, l'action de Bachir, et ça empêche la communauté internationale d'acquérir des preuves suffisantes pour appliquer la notion de génocide et intervenir sur le terrain. Ce qui arrive, par contre, on le voit très bien sur cette image, c'est que on a découvert avec le temps, et c'est pour ça que la Cour pénale internationale a eu des dossiers, a eu des preuves comme quoi on pouvait intervenir de façon, peut-être pas de façon très, très marquée, mais quand même, c'est qu'on s'est rendu compte que les Janjaweed sont des cavaliers, donc, et c'est d'ailleurs Omar el-Bashir lui-même qui les a appelés les cavaliers du diable, en se dissociant d'eux auprès de la communauté internationale, ce sont des démons, etc., alors que c'est lui qui les finance. On s'est rendu compte que ces cavaliers-là se promenaient en chameau ou en cheval, donc c'était impossible que ces gens-là aient la capacité de prendre des avions, donc des groupes aéroportés, pour bombarder les villages. Et c'est ce qu'on a réalisé. Donc dans une image comme celle-ci, où on voit, bon, c'est questionnable l'image, mais dans d'autres images aussi, on peut voir comme ici, un hélicoptère qui bombarde des villages. Ça ne peut être les Janjaweed. Donc on a fait un lien, surtout depuis 1996, où l'ONU a condamné le Soudan en matière de respect des droits de l'homme, entre Omar el-Bashir, les Janjaweed et les massacres. Donc, mais il y a un intermédiaire. Et c'est pour ça que je dis que c'est machiavélique. On instrumentalise les Janjaweed. On se sert d'eux pour faire, en guillemets, la job de bras, la job violente pour empêcher la communauté internationale d'accuser le président qui est en place, Omar el-Bashir, de génocide et de pouvoir intervenir. Petite image ici, une petite caricature. Il parlait qu'en France, la campagne électorale est terrible. Welcome in Darfur. Heureusement qu'on n'a pas ça ici. Bien sûr, regardez, je ris, mais c'est loin d'être drôle. C'est une caricature qui démontre bien le sérieux, en fait, du conflit là-bas. Pouvoir central arabe. Donc, je disais que depuis 1996, donc on a percé le mystère de l'instrumentalisation des Janjaweed, on a acquis des preuves, et encore là, ça c'est pas évident. Envoyer des journalistes sur le terrain, c'est loin d'être simple. 1996, l'ONU a condamné le Soudan en matière des droits de l'homme et en matière de respect des droits de l'homme, pardon. 2009, mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, à la CPI, Cour pénale internationale. On accuse Omar el-Bashir de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Donc ça, c'est émis contre le président soudanais. Donc vous voyez que ça commence à faire son chemin tranquillement, ce qui n'empêche pas. Ici, c'est Omar el-Bashir qui est présent là, pas en habit militaire, bien sûr, en habit civil, dans une conférence de l'ONU. Ça, c'est avant 1996, l'image. Omar el-Bashir devient, ça c'est très bien documenté aussi, devient un petit peu, selon certains, paranoïaque. Il décide, en réaction à ça, d'ordonner l'expulsion des ONG. On sait très bien que les organismes non gouvernementaux ne se mêlent pas de politique. Donc, les gens de la Croix-Rouge, par exemple, ou de Médecins sans frontières, ne sont pas là au cas où le pouvoir tomberait pour être en place, pour pouvoir donner des jetons, si vous voulez, positifs aux pays qui pourraient être présents. Ils sont là que pour la population civile, mais Omar el-Bashir décide de les expulser. D'accord? C'est en réaction donc à la Cour pénale internationale. Donc on a terminé ici les causes politiques. Il reste 30 secondes. Dans une dernière diapositive, hein. Il faut rappeler aussi qu'Omar el-Bashir n'est pas tout seul. Il y a ici sur l'image 10 000 manifestants qui le soutiennent. Donc il n'est pas tout seul en haut de la pyramide, il y a quand même un soutien. Donc on va enchaîner sur l'autre capsule ou bien en classe avec les trois dernières causes démographiques,
en mauve, celle en rouge et celle en bleu.